Bonjour et bienvenue à la série Un objet, deux regards, le site Cartier-Roberval et ses collections. Cette série de rencontres entre spécialistes vous est proposée par l'unité mixte de recherche Capital et Patrimoine, avec l'objectif, bien sûr, de partager largement les connaissances sur les formidables collections du site Cartier-Roberval. La série a été conçue et scénarisée par Habib Saïdi, professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval. Les objets dont nous discuterons aujourd'hui, découverts lors des fouilles archéologiques au site Cartier-Roberval, sont liés à la recherche de métaux précieux. Alors, à quoi servaient exactement ces objets? Que nous disent-ils sur les ambitions européennes, sur les connaissances métallurgiques et géologiques au 16e siècle? Et enfin, que suggèrent-ils pour l'avenir de la recherche? Je suis Françoise Guénette et j'ai avec moi, pour éclairer le sens de ces objets, deux passionnés d'histoire et d'archéologie. Alors, Réginald Auger, bonjour et bienvenue. Vous avez enseigné l'archéologie à l'Université Laval pendant 25 ans, en particulier la théorie et la pratique de l'archéologie de la période moderne. Parmi vos projets multidisciplinaires, je note, parce qu'il est très significatif pour l'entretien d'aujourd'hui, tout votre travail sur les voyages de Martin Frobisher à la terre de Baffin en 1576 et jusqu'à 1578. Et comme vous avez été de plus président du comité scientifique du site Cartier-Roberval, on pense que vous êtes très bien placé pour comparer ces deux moments uniques de l'histoire donc du 16e siècle. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Jacques Mathieu, bonjour. Bonjour, vous êtes professeur émérite de l'Université Laval et spécialiste de la Nouvelle-France. Vous avez notamment dirigé la publication d'un livre sur l'histoire des plaines d'Abraham. Vous venez de déposer chez l'éditeur un manuscrit intitulé « Les diamantaires du Cap, une enquête ». Et depuis quelques décennies déjà, vous avez beaucoup fait pour favoriser le développement de l'archéologie à Québec. Alors, bonjour, merci aussi d'être là aujourd'hui. Alors, nous parlons de 7 objets précisément qui se rapportent à la recherche d'or et de diamants. Alors, Monsieur Auger, d'abord, pouvez-vous nous décrire brièvement la nature et l'usage de ces objets? Ces objets sont un peu inhabituels pour un archéologue parce qu'en réalité, c'est vraiment un assemblage d'objets reliés à la transformation. Et donc, c'est pas habituel de retrouver de telles choses. Donc, comme archéologue, c'était pas pour moi un réflexe naturel de reconnaître ce matériel-là, mais il y a quand même en fait, en archéologie, on consulte un nombre de personnes et même dans le cas plus précis, on a un livre publié en 1556 qui a été traduit par, soit dit en passant, en 1912 par le 31e président des États-Unis et son épouse, Madame Lou Henry Hoover. Et donc, les deux ont traduit ce livre en anglais en 1912 qui soit accessible. Donc, ça nous aide beaucoup à comprendre cette métallurgie qui est décrite dans le livre de 1556. Donc, les objets qu'on a identifiés, c'est beaucoup à partir de cette information-là. Parmi les objets qu'on a retrouvés reliés à la transformation ou à la recherche de métaux précieux, on a d'abord les objets fabriqués, c'est-à-dire qu'on a des creusets et des coupelles. Un creuset, une coupelle est vraiment un outil de transformation où est-ce qu'on va tester finalement les minerais qu'on va retrouver. En testant ces minerais, on va pouvoir déterminer si on le rapporte à la maison ou non. Donc, la coupelle et le creuset est très utile. Parmi les autres objets qu'on a également retrouvés reliés à la transformation ou à la recherche de métaux précieux, c'est les scories. Les scories proviennent tout simplement de la fonte de ce minerai. On fond ce minerai, on ajoute de la salpêtre notamment, et à partir de là, on va extraire les métaux. Donc, ce sont des déchets de production. Puis enfin, on a à Cartier-Roberval, on a également les traces de ce que les gens cherchaient. Donc, on a retrouvé notamment du quartz. Même de nos jours, le quartz est notoire pour comprendre des filons d'or. On a également ce qu'on appelle joliment la pyrite et vulgairement l'or des fous. Donc, c'est sans doute une autre pierre qu'on contenait, et avec raison, parce que l'or des fous, il y a une couverture un peu dorée par-dessus. Donc, on a également retrouvé de l'or des fous ou de la pyrite au site de Cartier-Roberval. Puis, enfin, on a retrouvé un autre type de pierre
pierre qui s'appelle le cinabre. C'est une pierre que je connais moins, mais on sait que le cinabre, c'est souvent porteur de mercure. Donc, est-ce qu'on recherchait du mercure ou est-ce que c'était un élément qu'on utilisait dans la transformation, dans la recherche de métaux précieux? Voilà. Monsieur Mathieu, l'historien maintenant et son regard, à quels objectifs peut-on associer la découverte de ces objets-là, précisément au site Cartier-Roberval? Quelles étaient les attentes des Français, au fond? Écoutez, c'est l'époque des grandes découvertes. Et l'Espagne s'est considérablement enrichie par ces découvertes. Alors, la royauté française est extrêmement intéressée à participer à ces découvertes et à s'enrichir également. Et donc, c'est ce qui explique peut-être les premiers voyages de Cartier ici, et surtout qu'à son deuxième voyage, il rapporte quelques pièces d'or. Et là, c'est au troisième voyage. La royauté française envoie Cartier, bien sûr, et Roberval. Roberval était un personnage important parce que c'est lui qui avait assumé les responsabilités face à la royauté à l'égard de toutes les mines du royaume de France. Alors, et l'objectif est très, très clair là, pour les deux, aller trouver ces îles et pays où l'on sait qu'il se trouve grande quantité d'or et autres riches choses. Alors, c'est ça l'objectif qui est défini pour les découvreurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Cartier et Roberval, qui arrivent ensuite, trouvent des métaux précieux? Alors, il faut dire que Cartier et Roberval ne sont pas venus en même temps. L'un après l'autre. L'un après l'autre. D'abord, Jacques Cartier, qui s'est installé cette fois sur un monticule assez élevé, au contraire de ce qu'il avait fait les années précédentes. Et là, Cartier, avec ses personnes, quelques 200 personnes, a passé l'hiver à cet endroit. Il a recueilli des spécimens et au printemps, il est reparti. Il a croisé Roberval près de Terre-Neuve. Ils ont échangé, mais Cartier ne lui a pas dit quelle cargaison il rapportait. Il l'a quitté assez subrepticement, sans révéler, et il est rentré en France avec cette cargaison qu'il croyait d'or, de diamants, de grande richesse absolue, cueillie sur ce qui est maintenant le parc Cartier-Roberval. Voilà, on est en 1542 à peu près, mais est-ce que ces métaux-là contenaient quelque chose de précieux une fois qu'en France, on les a examinés? Rendus en France, au moment où on a pu les examiner en détail, eh bien, ça a été une catastrophe. D'où l'adage « faux comme diamant de Canada ». Alors, un échec, pour ainsi dire. Oui, et pourtant, grande déception, et pourtant, cette recherche de métaux précieux, elle va continuer. Hein? Elle va continuer, les Français vont continuer, d'autres aussi, et on a l'impression que toutes les puissances européennes sont engagées dans la même course, hein, dans la même rage un peu pour découvrir l'or et le diamant du Nouveau Monde. C'est ce que vous avez constaté aussi, M. Auger? Oui, il y a tellement de parallèles qui existent entre Cartier-Roberval et le sujet que je connais mieux, les voyages de Frobisher à la terre de Baffin. En fait, on se rend compte que le 16e siècle, qu'on appelle souvent le siècle de l'exploration en archéologie, il y a beaucoup de points en commun. Jacques parlait de 3 voyages de Cartier-Roberval. Devinez qui en fait 3 autres, c'est Martin Frobisher. Et là, on est 40 ans à peine après Cartier, hein? Exactement. Mais ce qui est tout de même un mystère pour moi, c'est que d'abord et avant tout, Frobisher, j'ai dit bien d'abord et avant tout, ne cherchait pas des métaux précieux. Mais dès 1553, une expédition avait eu lieu au nord-est de l'Angleterre où est-ce qu'on voulait se rendre en Chine. Donc, on se rend jusqu'à la rivière Abe, au nord de la Russie, et c'est aussi loin qu'on peut aller parce que la mer est gelée, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est en 1553. Il y a après ça, la formation de la Compagnie de Moscovie. Mais vers 1570, un groupe de marchands anglais, je dirais sous le leadership de Michael Locke, qui est un financier, en fait, le cerveau derrière le projet, vers 1570, se fonde une autre compagnie
la compagnie de Cathay, en fait. Et Cathay comme Chine. La Chine, c'est ça. Donc, on constitue la compagnie de Cathay et on cherche quelqu'un pour se rendre en Chine, non pas par le nord-est de l'Angleterre, mais par le nord-ouest de l'Angleterre. Notre fameux passage du nord-ouest, en fait, c'est parce qu'il est au nord-ouest de l'Angleterre. Et donc, on demande un capitaine d'expérience qui avait déjà été sur les côtes de l'Afrique, donc Martin Frobisher, qui, lui, en 1576, part à la recherche d'un passage vers la Chine. Mais il se rend pas plus loin que la terre de Baffin. Et il se rend à la terre de Baffin et il produit même une carte géographique pour comment se rendre en Chine. Et donc, on a différentes indications, mais ces cartes géographiques sont toujours assez vagues parce qu'on ne veut pas, finalement, que les autres nations de la chrétienté découvrent le poteau rose qu'on a découvert. Et notamment, après ce premier voyage en 1576, Frobisher rapporte en Angleterre des pierres noires, non seulement des pierres noires, mais également des spécimens de l'histoire naturelle des plantes. Il rapporte même un Inuk à Londres en 1576. Il va survivre pendant quelques mois, mais on sait que ce que ça veut dire est exposé. Donc, le premier voyage en 1576, il rapporte des pierres noires et lorsque ces pierres noires sont jetées au feu, cette pierre noire, ça dit en passant, scientifiquement, géologiquement, on appelle ça de l'amphibolite. Une amphibolite, c'est une pierre qui est constituée de hornblende et de mica. Et donc, lorsque cette pierre est jetée au feu par supposément la conjointe d'un des investisseurs, ça tourne d'une couleur dorée. Et immédiatement, à cause du mica, finalement, qui est contenu dans l'amphibolite, immédiatement, on a conclu qu'on avait vraiment découvert ce qu'on cherchait vraiment, c'est-à-dire du métal précieux. Se monte alors une deuxième expédition avec 3 navires qui se rendent. 3 navires reviennent en Angleterre l'année suivante, en 1577. Puis enfin, il y a un 3e voyage que je parlerai plus tard, qui est vraiment la mère de toutes les expéditions pour le 16e siècle. C'est 15 navires qui partent de l'Angleterre au printemps de 1578. Et à ce moment-là, est-ce que l'objectif devient un objectif double? On continue de chercher le passage du nord-ouest, mais en même temps, on veut rapporter des métaux précieux? Absolument pas. Il n'y a absolument aucune mention d'un passage vers le nord-ouest. On n'a plus du tout d'intérêt à se rendre en Chine parce qu'au lieu de découvrir des épices, on a découvert de l'or. Et donc, il n'y a plus aucune mention, mais sur la carte géographique, on a une de ces baies, c'est-à-dire ce qui est actuellement le détroit d'Hudson. On dit que c'est le passage qui a été pris initialement. Ça a été une erreur. On pensait initialement que c'était le passage qui venait en Chine. Mais la baie de Frobisher, la baie actuelle de Frobisher, où se trouve la ville Iqaluit, on dit que c'est le passage qui mène vers la Chine. C'est comme ça qu'on identifie la baie de Frobisher, qui est une baie actuellement, c'est une baie qui mesure environ 40 km de largeur sur 160 km de profondeur. Vous disiez, pour terminer l'histoire de Frobisher, avant de revenir à ce que tous les Français ont fait, vous dites qu'ils ne voulaient pas révéler les emplacements exacts de leur passage, mais en même temps, est-ce que d'une façon, comme enjeu géopolitique, c'était pas nécessaire pour les Britanniques de dire à tout le monde qu'ils étaient en train d'explorer ou qu'ils étaient arrivés et avaient pris possession, entre guillemets, des lieux? En fait, lorsqu'on lit le récit des voyages, d'ailleurs, ces récits de voyage, on les connaît parce qu'il y a eu beaucoup de procès, donc on a écrit les récits de voyage à la suite des voyages. Et en réalité, ces récits de voyage sont toujours très imprécis, c'est-à-dire qu'on supprime, il y aurait toujours des blancs qui sont restés lorsqu'on veut faire une localisation, je dirais longitude, latitude, c'est resté en blanc. Et la carte que l'on produit, il faut vraiment connaître la géographie actuelle ou avoir un GPS pour savoir où on est, parce que c'est une géographie qui marque l'Amérique d'un côté et le Groenland de l'autre côté. Mais ce qui est assez intéressant de nos jours, lorsqu'on navigue dans ces eaux, on se rend compte que les cartes actuelles ont encore toute cette toponymie du 16e siècle.
Et donc, c'est très comme, par exemple, où est-ce qu'on a travaillé? C'est la baie de la comtesse de Warwick. Ah oui. Rien à voir avec l'histoire des Inuits, mais toute la toponymie est encore utilisée du 16e siècle. Ouais. Mais le fait de ne pas nommer exactement, c'est qu'on a peur de la compétition, j'imagine. Oui, On a peur que effectivement, d'autres viennent explorer les mêmes lieux. C'est effectivement le cas. On le souligne très clairement dans les récits de voyage et notamment, on va même jusqu'à construire, encore un autre parallèle avec Cartier-Roberval, on va même jusqu'à construire un petit fort, un fortin, finalement, sur une petite île qu'on appelle un bulwark en anglais. Et donc, c'est un système de défense où est-ce qu'on veut se protéger spécifiquement contre les autres nations, incluant naturellement les Inuits, parce qu'ils avaient une peur bleue des Inuits. Mais oui. Est-ce qu'on va jusqu'à espionner ses concurrents? Oui, effectivement, c'était, je dirais qu'au 16e siècle, ou du moins la connaissance que j'en ai, c'est quand même biaisé sur un sujet, mais j'ai l'impression que toute expédition qui se respectait devait avoir un espion avec elle. Et donc, dans le cas de Frobisher ne fait pas exception. En fait, notre collègue Bernard Allaire, qui est, soit dit en passant, un ancien de l'Université Laval, a été capable de décoder finalement Mendoza, parce que les ambassadeurs de l'Espagne ou de la France s'envoyaient des messages codés. Et donc, un de ces messages codés qui donne des détails sur les voyages de Frobisher, le 3e voyage notamment, est fait par Mendoza. Et notre collègue Bernard Allaire a été capable de percer le code que les espions utilisaient, les ambassadeurs utilisaient. Voilà. Alors, est-ce que les Français procédaient aux mêmes techniques d'espionnage dans toute cette grande compétition européenne? Espionné, oui, les mandats qui sont donnés, à qui, comment, quand ils partent, vers où ils vont. Et j'ajouterais, c'est l'époque des pirates et des corsaires. Hein? Si on peut s'emparer d'un bateau espagnol venant d'Amérique, on s'empare de toutes ces richesses-là. Et ça s'est produit dans la réalité. Donc, oui, ça persiste, ça perdure dans le temps. De même que pour les Français, la recherche de la Chine. Hein, on ne peut que rappeler que quand Champlain s'installe à Québec, il veut faire du Cap au Diamant un endroit douanier pour les navires qui revenaient de Chine, s'en allaient en Europe. Hein? Donc, oui, ça persiste. Et la France aussi persiste beaucoup dans ces recherches-là. Monsieur Mathieu, comment la France tire-t-elle son épingle du jeu dans cette grande course européenne? Est-ce qu'elle, après l'échec, au fond, de Cartier-Roberval, comment ça se poursuit? Oh, mais la France va organiser encore plusieurs autres expéditions vers l'Amérique et notamment vers l'Amérique du Sud et des projets de grande envergure. Dans les années 1540, je pense que c'est 1546, quelques années donc après Cartier-Roberval, on voit 28 navires qui partent du port de Havre, en France, pour se rendre au Brésil. Et donc, il y a d'autres expéditions semblables. On y amène des gens, mais on l'a signalé tout à l'heure, il y a une compétition, pour ne pas dire une rivalité très grande entre les deux. Et il est arrivé, par exemple, que les Espagnols ont réussi à écarter les Français du premier établissement où ils s'étaient installés. Mais il faut dire qu'il y avait 75 Français, puis il est arrivé 2000 militaires. Alors, ils n'ont pas réussi. Mais on a tenté d'autres expériences. On a voulu s'installer en Floride. On y a amené des gens. Parce qu'à chaque fois, il y a des métaux, mais il y a une population. On veut développer, on veut s'assurer d'une présence constante dans le temps. Et donc, on a tenté de le faire en Floride. Ça n'a pas fonctionné non plus. On est retourné dans une île au nord du Brésil et ça a été l'échec. Si bien, c'est vraiment dommage de le dire, mais la Nouvelle-France, ça restait le seul endroit d'Amérique où on pouvait espérer trouver des choses intéressantes. Malgré les premières déceptions. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à chercher, pour en revenir à nos objets, là, hein, et à cette recherche de métaux précieux? Comment ça va se manifester en Nouvelle-France? Non, mais c'est toute une évolution scientifique là, qu'il y a derrière ça. On retourne au savoir de certains anciens
comme Démocrite qui a découvert l'atome. Alors là, c'est la recherche de l'invisible. On voit des plantes, voire des arbres qui vont pousser, puis, mais comment ça va se passer? Parce que à mesure qu'ils poussent, la terre ne diminue pas dans laquelle ils poussent. On regarde le visage des personnes. On n'a aucune idée des connaissances qu'il y a derrière ou des valeurs qu'il y a derrière ce visage-là. On prend l'exemple de la goutte de parfum que l'on met dans une chambre. Oui, mais c'est bien beau, on sent l'odeur partout, mais on n'est jamais capable de reconstituer la goutte de parfum. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène nouveau là, de l'invisible? C'est un peu une forme de création, même pour l'être humain. Hein? Comment ça se fait que quelqu'un mange, puis à un moment donné, ça se développe en muscles ou en d'autres produits? Alors, qu'est-ce que c'est qui est invisible? C'est la recherche de l'invisible. Et la recherche de l'invisible se tourne évidemment aussi vers la géologie, vers les minéraux. Comment est-ce qu'ils se fabriquent, les minéraux? Pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Différents dans leur forme, différents dans leur couleur, différents dans leur résistance? Et est-ce qu'il y a moyen de les transformer? Ah! Alors là, c'est la clé de ce qui explique leur retour ici. Pourquoi y a-t-il de l'or en Amérique du Sud? C'est parce qu'il fait chaud. C'est parce que le soleil est très présent. Pourquoi est-ce qu'on n'en trouve pas en Nouvelle-France? Mais il fait froid. Puis pendant 6 mois, il y a de la neige. Comment voulez-vous que les métaux vieillissent? Alors, ce qu'il faut, c'est trouver d'autres façons de faire vieillir les métaux, non plus de façon naturelle, hein, parce qu'il est évident que si ça prend 2000 ans pour transformer du quartz en diamant, est-ce que en imitant le soleil, mais d'une autre façon, plus humaine, on pourrait transformer le quartz ou le cristal en diamant en 2 ans? Oui. Alors, c'est tout ça qui est derrière le phénomène de poursuite de la recherche sur l'or et le diamant en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment l'évolution des connaissances et cette volonté de comprendre l'invisible en Europe qui nous amène à ce principe, à cette technique, au fond, de l'alchimie. C'est de ça que vous parlez. C'est très répandu en Europe à ce moment-là. Et apparaissent des noms, des concepts tout à fait nouveaux, hein, comme la quintessence, l'élixir de vie, et on présume même qu'il est possible de trouver de l'immortalité. Donc, ces concepts-là sont rassembleurs, et il faut voir que, malgré tout, ça suscite l'opposition des savoirs anciens, parfois l'opposition de la religion, parce que on cherche une autre façon de faire la création, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est le rôle de Dieu, ça, d'habitude. Eh oui, tout à fait. Alors, voilà. Il y a certaines autorités qui ils sont virulentes contre ces nouveaux procédés et ces nouvelles expérimentations. Parce que c'est pas juste des théories, c'est pas juste des concepts. Ça se transforme en projet très concret de réalité et de réalisation. Mais si c'est invisible, il faut faire une chose absolument essentielle, garder le secret absolu sur le travail qui est fait pour cette transformation de la matière première en des pièces, en des objets d'une très grande richesse, d'une très grande qualité qui sont recherchés partout dans le monde. Voilà. Donc, revenons au procédé lui-même, peut-être. Monsieur Auger, quelle est la place des objets qu'on a découverts au site Cartier-Roberval dans ce procédé de transmutation des métaux, au fond? Hein? Comment ça se passe, l'alchimie? Oui, l'alchimie, c'est un mot qui est un peu banni de nos jours. Mais avant de parler d'alchimie, je viens de voir un autre parallèle, encore une fois, entre les deux expéditions. Saviez-vous que dans l'expédition de Frobisher, on avait apporté à la terre de Baffin des grains d'avoine pour tester, vraiment, c'est ce que ça dit dans les récits, on veut voir si la terre est assez fertile pour faire pousser du blé à la terre de Baffin. On avait, sur mon expédition en 93 ou 94, les 2 années, on avait un archéobotaniste avec nous de l'Angleterre qui s'intéressait aux espèces anciennes. Donc, il est arrivé sur le terrain avec ces espèces anciennes
et il a fait pousser du grain. Je ne peux pas vous dire qu'on a mangé du pain au mois d'août, mais disons que le blé avait poussé. Il y avait quelques pousses, le blé avait poussé. On voulait vraiment tester, nous aussi, qu'est-ce qu'on disait, une espèce d'archéologie expérimentale. Ouais. Mais est-ce que vous avez de la même façon essayé de faire fondre de ces pierres noires que Frobisher avait trouvées en 1576? On a utilisé notre poêle de camping pour faire griller des pierres. Et effectivement, ce qu'on lisait dans les récits de voyage, les pierres avaient été jetées au feu, ils ont tourné d'une couleur dorée, donc immédiatement on avait là. On a fait la même chose sur notre simple poêle de camping et effectivement, l'amphibolite tourne d'une couleur dorée. Donc une autre archéologie expérimentale. Ben oui, tout à fait. Improvisée. Mais pour en revenir à la transformation des métaux, le site d'abord a été découvert en 1860 par un journaliste américain qui cherchait l'expédition de Franklin. Franklin qui s'était perdu en 1847. En 1860, un journaliste, Charles Francis Hall, son livre est disponible à notre bibliothèque, lui était à la recherche justement de cette expédition. Puis finalement, comme il passe un hiver ou deux chez les Inuits, il commence à faire de l'enquête orale. En fait, il prépare un questionnaire qu'il passe à différentes personnes de façon orale. Et les Inuits parlent qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette expédition qui s'est perdue il y a 30 ans, mais il y a plusieurs années, est venu d'abord un navire, après ça est venu 2 navires, puis après ça sont venus plusieurs navires. Puis là, le journaliste croit qu'on le fait marcher littéralement, mais les Inuits ont dit, si tu ne crois pas, on peut même t'emmener à l'endroit, sur cette île où est-ce que les gens, sur cette petite île qui s'appelle, soit dit en passant, l'île, on dit aujourd'hui l'île Kabluna, ou Kodlunarn, ou Kabluna, ce qui veut dire homme blanc. On va t'emmener à l'île Kabluna, où est-ce que les hommes blancs ont travaillé, et on les a aidés, on les a même nourris et aidés à construire un navire. Donc, dès 1860, on a un explorateur qui découvre des vestiges, notamment, il découvre des scories au sol. Et ces scories au sol, il appelle ça de la vitre. En fait, il nous laisse même une carte très détaillée de tous les aménagements qu'on a. Et donc, nous, ce qu'on a découvert comme archéologues, parce que lorsqu'on a commencé, on a découvert 2 aménagements, c'est-à-dire des pierres qui étaient organisées. Et lorsqu'on a commencé à faire des fouilles archéologiques sur ces aménagements-là, on a découvert qu'il y avait 2 vestiges complètement différents. Un qui contenait beaucoup de fragments de creusets avec beaucoup de scories, alors que l'autre contenait plutôt des coupelles, et non pas des creusets, des coupelles avec du charbon de bois. Donc ça, c'est 2 étapes très distinctes lorsqu'on fait la transformation des métaux. Donc, on commence d'abord, si on veut vérifier, on va commencer par faire fondre du minerai dans un creuset. On va mettre après ça du plomb qui va emmener les métaux précieux, l'or et l'argent, au fond du creuset. C'est ce qu'on appelle dans les pièces un culot de creuset ou un culot de métallurgie. En fait, c'est une espèce ça ressemble à un petit biscuit Oreo qui se déposait au fond du creuset. Et ce petit biscuit de plomb, on va le mettre dans une deuxième étape, dans une coupelle. Une coupelle, c'est fait d'os broyés, donc c'est très poreux. On va le mettre au four, le plomb va fondre et va migrer dans la paroi de la coupelle, et dans le fond va rester une petite bille qui peut contenir de l'or et de l'argent. Et c'est cette petite bille qui va nous servir à déterminer, j'ai tant de livres de minerais qui me donnent tant d'onces de métaux précieux. Chose assez curieuse, on est en 2020, et les méthodes n'ont à peu près pas changé. Vraiment? On fait, dans le parc industriel, ici à Québec, on utilise encore des creusets pour faire fondre du minerai, puis on utilise un autre procédé exactement pour aller chercher, extraire les métaux précieux. Donc, ce que je dirais, c'est que c'est une technologie qui a à peine changé. Maintenant, au lieu d'avoir des alchimistes qui vont venir vérifier sur place si ça contient vraiment du métal précieux, on va avoir des compagnies indépendantes pour faire l'évaluation de ces métaux.
parce que ça peut nous emmener à des scandales tels qu'on a connus il y a une quinzaine d'années avec notamment en Malaisie le scandale de Bre-X, pour ceux qui sont au courant de ces développements. Fameuse compagnie canadienne, hein? Oui, exactement. Oui. Où est-ce qu'il y a un géologue qui est malencontreusement tombé de l'hélicoptère. Voilà. Alors, c'est quand même fascinant de voir que les technologies, au fond, on peut changer en 5 siècles. Et que ce que vous avez découvert sur le site de Frobisher, sur cette île de l'homme blanc, c'est au fond la même technique que Cartier-Roberval ont utilisée. C'est ce qu'on peut présumer là, à partir des objets qu'on a trouvés au site d'ici, là, à Cap-Rouge. Oui, ça s'est perpétué dans le temps. Dans le temps, dans le temps. Mais revenons à ce qui... vous parliez de cette nouvelle façon de voir les choses. Est-ce que... Vous parliez de l'Europe, évidemment, les alchimistes, cette vote de l'alchimie. Est-ce que ça s'est répercuté au Québec? Est-ce qu'on a eu de semblables traditions un peu secrètes, là? Oui, vous évoquez le secret. Tout à fait. Écoutez, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a tellement d'informations. C'est resté secret, mais l'histoire, tout comme l'archéologie, elle a la chance de trouver de l'invisible, c'est-à-dire des documents qui sont postérieurs de 50 ans qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé. Alors imaginez, on est en 1636, il y a une famille de 10 personnes qui vivent à Paris, ils s'en viennent à Québec. La famille comprend 3 hommes qui sont les 3 imprimeurs libraires jurés à Paris. Hey, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Québec? Il n'y a pas 500 personnes, ils ne peuvent pas faire vivre une imprimerie. Mais ce que l'on découvre, c'est qu'il y a une jeune femme là-dedans qui en est à son 2e mariage. À son 1er mariage, elle a terminé la publication du livre que son premier mari était en train de publier et qui était justement sur Démocrite, ce découvreur de l'atome. Son 2e mari, lui, a publié quelques années plus tard l'ouverture de l'école de philosophie transmutatoire métallique. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Il prend toutes les grandes théories scientifiques, il les énonce, il en fait un commentaire critique et il montre les résultats que ça peut apporter. Et donc, l'école de transmutatoire, c'est dire, bien, si vous voulez modifier la nature, voici comment faire et voici l'école. Donc, toute l'expérience des savoirs qui est là-dedans. Alors, ces gens s'en viennent ici, hein, les 3 avec la femme puis ses enfants. J'ajouterais même que la femme était enceinte et puis elle va accoucher au mois de novembre d'un petit garçon qu'ils vont appeler Ignace Sevestre. Bon, mais qui va... Sevestre, c'est le nom de la famille, c'est alors. le nom de la famille. Qui va un peu continuer la lignée. Alors, écoutez, les Sevestres, ils sont 10, ils sont 3 hommes adultes. J'ai trouvé une concession de terre sur le Cap-aux-Diamants. Mais quand on s'en va fouiller dans l'ouvrage de Marcel Trudel sur les terriers du Saint-Laurent en 1674, donc à peu près 50 ans plus tard, on se rend compte qu'ils sont propriétaires de 8 terres sur 13 sur le Cap-aux-Diamants. Donc à partir des murailles et jusque vers... Donc plus de 1 kilomètre, ils sont ultra présents. Et quelques années plus tard, bien là, ils vont trouver un autre site aussi intéressant que le parc Cartier-Roberval, et c'est du côté de Lauson. Ils s'installent à Lauson, où la falaise est aussi dotée de quartz, de cristal, comme on trouve sur le Cap-aux-Diamants, comme on trouve aussi au parc Cartier-Roberval. Donc, pour clarifier, tous ces Sevestres arrivent de Paris avec toutes leurs connaissances scientifiques, mais pour faire de l'exploration ici. Leur objectif, c'est de creuser les falaises et de procéder à la transmutation, là. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais c'est leur objectif, oui, c'est clair, mais en réalité, je ne sais pas jusque-là, mais il y a des gens plus près de la royauté française. Ce sont eux qui ont favorisé leur venue jusqu'ici et c'est leur grand responsable, dans le fond, il faut le nommer, c'est Lauson, qui deviendra gouverneur général de la Nouvelle-France en 1651 et c'est lui qui va leur concéder des terres
précisément à Lauson. Qui est leur commanditaire. Oui. Oui. Mais est-ce qu'ils découvrent des métaux? Est-ce qu'ils arrivent à fabriquer de l'or ou à découvrir des diamants? L'histoire ne le dit pas. Dans cette géologie? Non. Et j'en doute. Mais c'est cette recherche constante et qui a perduré dans le temps parce que le dernier de leurs enfants a marié un personnage qui a acquis encore plus de terre dans ces territoires-là. Et le secret est tellement important que, je vous ai dit qu'il y a un enfant qui était né, Ignace Sevestre, il est décédé, il a été tué 15 ans plus tard. Et là, il y a un phénomène absolument incroyable. L'évêque de Québec fait ce qu'on a appelé un monitoire où les curés de chacune des paroisses, pendant 3 dimanches consécutifs, vont défendre à qui que ce soit de dire quoi que ce soit sur la jeune personne qui est décédée. Et rappelons que cette jeune personne, Ignace Sevestre, porte maintenant le nom de Ignace Sevestre Desrochers. Et tout comme je vous dirais qu'un des gendres aussi des premiers qui est venu, Denis Duquette, qui s'est installé du côté de Lauson, est aussi devenu Denis Duquette dit Desrochers. On voit donc que ça a perduré dans le temps, cet espoir de trouver de grandes richesses. Et que c'est caché de façon tout à fait absolue, mais que c'est protégé par des leaders, l'évêque de Québec quand même, là. Mais je pense qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'on aurait eu des preuves, à trouver, à réussir la transformation recherchée. Oui, c'est ça. Mais ça montre quand même qu'il y a toujours eu cette recherche d'approfondissement de la réalité matérielle qu'ils ont sous les yeux ou sous la main. En tout cas, ça montre une tension entre cette recherche basée sur une science nouvelle, tension entre cette recherche-là et certains des pouvoirs en place, comme l'Église catholique. Oui, c'est ce que je comprends. Mais justement, les Sevestres, quand ils décèdent, et vous voyez pourquoi l'évêque prend la précaution par rapport aux jeunes. Bien, même dans le livre qui avait été publié, là, l'ouverture de l'École de philosophie transmigratoire métallique, chacun des chapitres se termine par un hommage à Jésus ou un hommage à la Trinité. Donc, il y a eu une récupération du positionnement religieux. Et il n'y a plus cette opposition ici, à ma connaissance, en tout cas bien au contraire, puisque le personnage le plus important un jour va être nommé Marc Guillet de la paroisse et il aura des liens étroits avec les missionnaires jésuites et avec l'évêque éventuellement. Donc, le conflit n'aura pas duré trop longtemps? Non. Pas ici, en tout cas. Non, pas ici. Alors, toute cette histoire, c'est quand même vraiment fascinant, cette recherche de métaux précieux en Nouvelle-France, depuis Cartier jusqu'aux tentatives alchimiques des Sevestres. Ça s'est construit, le récit que vous en faites à partir, comme pour les expéditions de Frobisher, à partir de plusieurs sources. Hein, c'est incroyable, tout à l'heure, pour Frobisher, vous disiez, il y avait les récits de voyage écrits par des témoins de l'époque, ce que les Inuits en ont raconté, donc la tradition orale, et en plus, ce que vous avez trouvé vous-même sur les sites. Donc, 3 sources différentes qui se complètent. Est-ce que c'est la même chose maintenant? Et vos regards se complètent sur ces recherches de métaux. Est-ce que c'est ça, la recherche maintenant? Ça doit être comme ça? C'est-à-dire procéder de plusieurs sources, de plusieurs regards constamment? Moi, je dis toujours que l'archéologie ou l'archéologue est rien en soi. En ce sens que je considère que l'archéologie, ça va bien au-delà de creuser la terre pour retrouver des objets. Puis moi, en fait, si j'ai étudié en archéologie, en fait, si mon plus grand plaisir a été de faire de l'archéologie dans la vie, c'est justement mon plus grand plaisir de faire de l'archéologie, c'est parce qu'on est toujours
on est toujours sur la corde raide, je dirais, à la limite de nos compétences. Parce que l'archéologie, finalement, c'est une contribution. Ce que j'ai enseigné au cours de ma carrière, j'ai toujours dit aux étudiants, si vous voulez faire de l'archéologie, vous devez connaître non seulement les sciences sociales, mais également les sciences naturelles. Parce que pour savoir comment et pourquoi les gens se sont établis à un endroit plutôt qu'un autre, c'est très important d'avoir des connaissances des sciences naturelles. Et donc, c'est ce qu'on appelle, finalement, on ne le mentionne même pas, mais ça va de soi, ce qu'on appelle la multidisciplinarité en archéologie. Si je regarde mon propre projet des voyages de Frobisher, je dirais qu'il y a à peu près une quinzaine de disciplines qui sont représentées. Donc, sur le projet, juste en 1994, j'avais un archéobotaniste de l'Angleterre, j'avais un métallurgiste de Parc Canada et j'avais une archéo-entomologiste parce qu'elle s'intéressait notamment à la qualité de la nourriture que les Anglais avaient enfouie sur le site où est-ce qu'on a travaillé. Et donc, juste là, sur le terrain, il y avait ces personnes-là. Puis après ça, il y a eu toute une série... Oh, il y avait également un pédologue de l'Université Laval parce que pour restaurer le site afin d'empêcher l'érosion, j'avais engagé un pédologue parce que c'est un site archéologique qui aurait pu s'éroder. Donc, quel est le rôle du pédologue exactement? Le rôle du pédologue, c'était de faire en sorte que lorsqu'on enlevait la végétation, il devait la préserver. Et donc, on a également protégé la petite île de l'érosion en réinsérant des plantes, des choses comme ça. Donc, son travail, c'était vraiment de restaurer la surface à la qualité qu'il avait avant qu'on arrive là. Donc, l'année suivante, lorsqu'on est retourné en 1994, on pouvait à peine localiser l'endroit où est-ce qu'on avait fouillé. Autrement dit, il y avait eu beaucoup de succès à restaurer la végétation. Et donc, c'est ça l'archéologie. Là, j'ai nommé 5-6 disciplines juste pour l'intervention de terrain, mais une fois le terrain fait, bien là, il y a toute une autre série de spécialistes que ce soit les sciences humaines ou les sciences naturelles. Dont les historiens, mais est-ce que la même, je dirais, opération ou la même conception multidisciplinaire de l'archéologie s'est déroulée aussi pour le site Quartier Roberval? J'ai quand même pas regardé, mais lu les rapports, un peu plus que regardé. Comme président du comité scientifique, entre autres. Analyser les rapports, les objets, notamment les scories qui ont été soumis à notre collègue de l'Angleterre. J'oublie son nom, Marion, un autre nom espagnol, j'oublie le nom. Mais donc, il y a eu une analyse, mais... il y a eu également de l'archéobotanique qui a été fait, de l'archéoentomologie. Il y a eu également des géologues qui ont été impliqués dans le projet. Il y a quand même eu également un historien, notamment Bernard Allaire, qui avait travaillé avec nous, qui a publié d'ailleurs La rumeur dorée. Donc, il y a eu également de l'interdisciplinarité sur le site Quartier Roberval. Voilà. Monsieur Mathieu, qu'est-ce que vous en dites? Dans le fond, là, on voit la séduction de l'objet archéologique, hein, et comment les archéologues ont récupéré l'invisible. Là-dedans, en tentant de le rendre visible, bravo, c'est une très bonne chose. J'ajouterais aussi que Réginald et moi avons fait partie du même centre de recherche, hein, le CELAB, et donc, il y a une multidisciplinarité constante. Et ça, c'est la recherche actuelle, la recherche présente, c'est la richesse des préoccupations scientifiques récentes et actuelles. Et ça va très loin. Par exemple, les minéraux, moi, je ne peux que rappeler comment j'avais été impressionné par l'ouvrage d'Hubert Reeves sur les poussières d'étoiles. Hein, comment les poussières d'étoiles ont pu influencer les minéraux qu'on trouve sur la Terre et à l'intérieur des terres et les veines de minéraux que l'on trouve là-dedans. Donc, toute cette recherche sur l'archéologie est aussi une recherche de l'invisible. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et dans chaque cas, qui a fait quoi et avec quelle intention? Il y a toujours une réalité invisible qui montre la richesse de l'objet que l'archéologue
a entre les mains et qu'il essaie de comprendre et de faire comprendre. Je trouve que c'est beaucoup ça, la richesse de l'archéologie et la richesse des collections du parc Cartier-Roberval. Ça nous permet, ça illustre bien que derrière un objet comme le creuset, on doit chercher la signification invisible et tout ce qu'il y a d'invisible derrière, l'histoire. Oui, Monsieur Auger. C'est une autre raison pourquoi je suis en amour avec l'archéologie. C'est toujours, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on va retrouver. Et pour illustrer ce que Jacques vient de dire, un des spécialistes que j'ai oublié de mentionner qui était sur le terrain avec nous, c'est un minéralogiste. Un minéralogiste, c'est un géologue qui étudie le minéral, les minéraux. Et le professeur Donald Hogarth de l'Université d'Ottawa était avec nous sur le terrain pendant 2 étés. Et comme tout bon géologue, il a échantillonné un peu partout. Donc, on était basé sur la petite île, on faisait nos fouilles, alors qu'à chaque jour, Don partait à la recherche de ces lovely rocks, comme il les appelait. Et un jour, il est revenu avec des pierres qu'il n'avait jamais vues, il a échantillonné. Et là, il m'appelle quelques mois plus tard, pendant l'hiver, de son laboratoire, et il dit « J'ai quelque chose à dire. » Et il dit « Je pense que je ne sais pas si je dois le révéler ou non. » En fait, il était à 2-3 kilomètres de l'endroit où est-ce que Frobisher regardait pour son minerai précieux. Et ce que le minéralogiste a découvert, c'est une pierre qu'on appelle la kimberlite. La kimberlite, c'est vraiment la pierre qui est précurseur des diamants, comme on a retrouvé en Afrique du Sud. Je crois la ville de Kimberlite, c'est en Afrique du Sud. Et donc, la kimberlite, c'est précurseur du diamant. Donc, on est à un endroit à la terre de Baffin où est-ce qu'au 16e siècle, Frobisher cherchait de l'or, alors que notre minéralogiste a découvert une pierre qui est précurseur des diamants. Donc, en quelque part, à la terre de Baffin, il y a des diamants. Voilà. Même si on n'en a pas au Cap aux diamants. Et on n'en a pas au Cap aux diamants, malheureusement, M. Mathieu. La kimberlite, il y en a au Canada. Mais ce que je veux ajouter, c'est que ces préoccupations d'aujourd'hui s'inspirent directement des préoccupations scientifiques d'hier. Celles que l'on trouve, par exemple, au parc Cartier-Roberval sont les mêmes. Il y a un éventail scientifique très grand, même si le degré de connaissance scientifique est moins grand qu'aujourd'hui, mais on se préoccupe de la botanique, on se préoccupe de la géologie, on se préoccupe des relations même interpersonnelles. On veut connaître, comprendre comment est-ce qu'on peut survivre, comment est-ce qu'on peut vivre, comment est-ce qu'on peut mieux vivre. Tout ça fait l'objet de préoccupations et il y a des personnes dont l'objectif premier est d'essayer de mieux savoir et de mieux connaître le comment faire et de développer des savoir-faire. C'est fascinant parce qu'on voit que l'esprit humain, à 5 siècles de distance, au fond, garde la même logique, la même curiosité, Tout à fait, la même nature. Alors voilà, on est à la fin de cette conversation à partir d'objets qui nous ont permis de les mettre dans le contexte, dans un contexte historique, de comprendre comment l'archéologie moderne fonctionne dans une perspective forcément multidisciplinaire. Alors, Jacques Mathieu, historien, merci beaucoup. Réginald Auger, archéologue, merci d'avoir été là également. Voilà, c'était cet épisode de la série Un objet, 2 regards, le site Cartier-Roberval et ses collections. Revenez-nous pour un prochain épisode.